Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme le titre l'indique, il s'agit donc de, on va dire, des sorties livresques qui me tentent le plus cet hiver. Donc je compte le mois de décembre, janvier et février, même si bon, on a déjà commencé décembre. Cette vidéo-là en tout cas sera dédiée aux livres en VO, aux sorties VO qui me tentent le plus, sachant que là, en fait d'habitude je suis surtout branchée fantasy. Bon, si vous avez déjà vu des vidéos de ma chaîne, vous savez déjà que en VO je lis surtout de la fantasy, YA ou adulte. Et là, on va dire que dans les 3 prochains mois, il y en avait pas tant que ça qui me tentait beaucoup, ou alors j'ai pas bien compris l'intrigue, enfin en tout cas le résumé m'a pas plus donné envie que ça, donc voilà. Au final j'ai sélectionné 8 livres, donc il y a un petit peu de fantasy, un petit peu de romance, il y en a un c'est un petit peu un thriller. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous donnera envie de rajouter des livres à votre wishlist, vous fera découvrir des titres à venir en VO, si jamais vous lisez en VO. Donc c'est pour ça que cette première partie est sur les sorties VO. La deuxième, comme d'habitude, sera sur les sorties en VF, pareil pour décembre, janvier, février. Elle sortira d'ici quelques semaines. J'ai mis mon petit sapin en mode clignotant. J'espère que ça va pas trop vous distraire dans le fond. Je commence tout de suite avec le premier livre qui sort Alors j'ai pas du tout mis dans l'ordre chronologique, je reviens. Le premier livre que j'ai repéré, je vous mets l'image juste ici, c'est A Curse of Roses de, alors faut pas que je me trompe dans la prononciation, Diana Pingisha, et encore je sais pas si on dit comme ça. Je pense que c'est une autrice qui est portugaise, donc voilà, je parle pas du tout portugais, je sais pas si je prononce bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette intrigue, enfin je vais vous expliquer pourquoi, mais vous allez voir, mais c'est le fait que ce soit un petit peu à la fois un own voice et aussi à la fois un livre un peu historique, inspiré de faits historiques qui se sont passés et de l'histoire en général du Portugal. Histoire que je ne connais pas, même si le Portugal est pas si loin que ça. Je trouve ça intéressant de ce point de vue. C'est un mélange en gros de faits réels et aussi d'inspiration personnelle de l'autrice en fait. Donc je trouve ça génial. Bref, je vous dis de quoi ça parle, parce que sinon ça va pas vous intéresser. Dans cette histoire, on fait la connaissance de la princesse Isabelle, qui est donc de la famille royale, une famille royale qui est très catholique, très stricte. Elle est maudite en fait, elle a été maudite, je ne sais pas trop comment, mais en fait tout ce qu'elle mange se transforme en fleurs, donc elle est plus ou moins mourante entre guillemets, parce qu'elle n'arrive pas à s'alimenter. Tout ce qu'elle touche devient un végétal, une fleur, et donc elle peut pas se nourrir. Et elle va, enfin sa famille, vu que c'est la famille royale, lui donne beaucoup d'aliments différents, enfin ils essayent de trouver une solution pour qu'elle puisse se nourrir et qu'elle reste en vie. Le problème c'est qu'en fait le pays, le Portugal, est en pleine famine et Isabelle se sent très mal de gaspiller la nourriture puisqu'elle ne veut pas manger alors qu'il y a des milliers, des millions de personnes qui meurent de faim dans son pays. Le fait qu'elle soit catholique aussi en rapport avec cette malédiction, ça aide pas parce qu'apparemment il y a une légende qui raconte, et ça c'est une légende portugaise apparemment, qui fait partie du folklore portugais. La solution à la malédiction de Isabelle serait peut-être entre les mains d'une enchanteresse morte, donc une enchanteresse musulmane. Évidemment on est dans la période historique, il y a les tensions religieuses, politiques entre les morts donc musulmans et les catholiques portugais. Le roi ne peut pas faire appel à cette enchanteresse morte parce qu'évidemment ça va contre les règles du royaume, ça va contre sa religion, etc. Pour libérer la magie de l'enchanteresse mort, il faudrait que Isabelle embrasse cette jeune femme qui s'appelle Fatiane. Et ça la libérerait son pouvoir. Et je trouve ça intéressant le fait que c'est le baiser un peu comme Aurore dans La Belle au Bois dormant, ou un peu comme Blanche-Neige, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça hyper intriguant, la magie et tout là autour de que ce soit de l'enchanteresse mort ou de la princesse. Je suis curieuse de découvrir ce titre. Le prochain qui est une romance, donc un peu plus légère je pense, et qui sort le 1er décembre, tout comme le livre précédent, s'appelle How to Fail at Flirting de Dennis Williams. Je vous mets l'image juste ici. Dans ce roman, on fait la connaissance du professeur Naya Turner, qui est une jeune femme qui est, on va dire, un peu obsédée par son travail, je pense, assez réservée et qui pense boulot. Sauf que voilà, le département universitaire dans lequel
qu'elle travaille va sûrement subir des coupes budgétaires et ses amis la convainquent de sortir un peu un soir pour boire un coup et penser à autre chose parce que voilà, c'est une situation tendue pour elle. Et elle tombe nez à nez avec un jeune homme, oui un jeune homme, enfin je sais même pas quel âge il a, un homme, un homme qui est là, qui est en ville en fait pour le travail. Et elle décide un peu d'avoir du bon temps, voilà, tout simplement. Elle a une espèce de to-do list de trucs à faire parce qu'elle ne sort pas souvent et qu'il faudrait qu'elle apprenne à s'amuser un peu, donc elle a une espèce de to-do list. Et elle se dit que ce serait le bon moment de faire cette to-do list avec cet homme, donc par exemple se faire inviter, se faire offrir un verre, ce genre de truc. Tout se passe très bien, elle passe vraiment un super bon moment, sauf que elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas continuer cette relation avec cet homme tout simplement parce que lui il a un lien avec son travail. En fait je pense qu'il est là pour faire des coupes budgétaires, je pense, à l'université, même si c'est pas clairement dit dans le résumé. Mais en gros, c'est noté que elle va devoir faire choisir en gros entre son travail et se concentrer sur sa carrière professionnelle ou alors se concentrer sur le début de relation qui se crée avec cet homme avec qui elle a beaucoup d'atomes crochus et ça fait un moment en fait qu'elle avait pas ressenti ça. Son ex petite amie était abusif et donc elle a beaucoup de mal à se remettre dans une nouvelle relation et d'avoir confiance en elle, donc c'est pour ça que ses amis l'ont un peu poussée à sortir et à se faire cette to-do list. Ça fait un peu penser à Get a Life Chloe Brown où du coup elle avait cette liste aussi de trucs à faire parce que sa vie était un peu monotone. Et pareil, le personnage dans cette histoire-là sortait d'une relation abusive aussi, donc ça me fait un peu penser à ça. Et j'espère qu'il me plaira aussi, je l'ai rajouté à ma wishlist. Le prochain livre qui me tente pas mal et qui sort le 15 décembre, c'est This Is How We Fly de Anna Meriano. Et bon, en fait, la couverture m'a tout de suite attirée. Enfin, vous allez voir, forcément, il y a des personnages qui jouent au Quidditch. Avez-vous déjà lu une romance avec des personnages qui jouent au Quidditch? Probablement non. Mais ça m'intrigue de ouf. D'ailleurs, j'ai déjà vu des gens jouer au Quidditch et j'étais genre, mais qu'est-ce qu'ils font? This Is How We Fly, c'est l'histoire de Hélène qui passe son dernier été avec ses meilleurs amis. Parce que à la rentrée universitaire, à la rentrée quoi, elles vont toutes les trois partir aux quatre coins de l'état et elles vont se quitter un peu quoi. Et donc Hélène n'a qu'une envie, c'est passer le plus de temps possible avec ses amis. Ce livre s'est décrit un peu comme une réécriture de Cendrillon, tout simplement parce que Hélène a une belle-mère qui lui donne pas mal de corvées. Et cet été-là, elle se retrouve punie et elle doit... elle est punie par sa belle-mère, enfin elle doit faire des corvées tout le temps, etc. Mais elle réussit quand même à convaincre ses parents de la laisser rejoindre une équipe de Quidditch, l'équipe de Quidditch de sa ville. Et elle se retrouve complètement happée par ce jeu, par l'équipe, l'ambiance de ses coéquipières et ses coéquipiers, les entraînements, etc. Et au final, elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je pense qu'elle va aussi se rapprocher d'une coéquipière. Plus le temps va passer, et plus elle va passer de temps en mode Quidditch, quoi. Et elle va un peu délaisser ses amis, et ses amis vont elle-même délaisser Hélène et elle va devoir un peu trouver qui elle est, la Hélène de après le lycée. J'ai très envie de découvrir cette histoire parce que ça m'intrigue le fait qu'il y ait une équipe de Quidditch. Voilà, tout simplement. Ça aurait été une équipe de autre chose, ça m'aurait pas interpellée, alors que là forcément c'est une équipe de Quidditch, donc j'ai envie d'en apprendre plus. J'ai envie de savoir comment est-ce qu'ils jouent, j'ai envie d'apprendre les règles et tout. Et il va sûrement y avoir des références à Harry Potter, etc. Je pense que c'est une romance, même si dans le synopsis, dans le résumé, on n'apprend pas grand chose, donc voilà. Mais je pense qu'il y a une romance FF, mais je suis pas sûre. Voilà, donc à découvrir. Donc là on passe au mois de janvier, avec le 5 janvier, la sortie de Lore de Alexandra Bracken, autrice que je n'ai pas encore découvert, mais qui est quand même assez connue. Donc Lore, ça raconte l'histoire de dieux grecs, donc... Voilà, moi tout ce qui est dieu grec, je trouve ça hyper intéressant, voilà, la mythologie grecque et tout. Et là, ça a l'air ouf. J'ai pas bien tout compris, donc je vais essayer de vous expliquer, mais peut-être que ce que je vais vous dire n'est pas vraiment l'histoire, parce que je sais pas, c'est pas très clair. Ou alors je comprends pas trop l'anglais, là, les phrases, je sais pas. Bref, dans cette histoire, on apprend que tous les 7 ans, il y a le Aegon, donc A-G-O-N, qui a lieu.
Et c'est en fait une punition pour 9 dieux qui ont fait une rébellion qui a échoué. Et donc voilà, tous les 7 ans, ils se retrouvent à faire ce Aegon, qui consiste à faire d'eux des humains sur Terre, où ils sont en fait chassés par des descendants d'anciennes lignées qui essayent de les tuer. Et en gros, si tu tues un dieu, je crois que tu deviens toi-même dieu. On fait la connaissance de Lor, qui a essayé de fuir un peu cette histoire-là parce qu'apparemment, je crois que sa famille est morte à cause d'un des rivaux de cette chasse-là, de ce Aegon. Elle a essayé de fuir cette vie-là. Le problème, c'est que ça va la rattraper quelques années plus tard, sachant que la personne qui a tué sa famille est devenue elle-même un dieu. Donc comment tuer un dieu, c'est quand même assez compliqué. Un jour, elle retrouve un ancien ami qui s'appelle Castor. Castor qui est en fait là parce qu'il y a la nouvelle chasse, là, donc le nouveau Aegon, qui se passe à New York. Donc à New York, la ville de New York. Donc voilà, je pense que ça va se passer à notre époque, et pas du tout à l'époque de la mythologie grecque. Hein. Donc je trouve ça cool, c'est un peu Percy Jackson. Castor vient parce qu'il a avec lui Athéna, qui est une des dernières, qui est la dernière en fait déesse originelle à être encore en vie. Tous les autres sont morts et donc du coup c'est comme je vous dis, quand il y a un dieu qui meurt, la personne qui l'a tué devient un dieu. Ils vont essayer de tous les trois de se lier ensemble, enfin ouais, se liguer ensemble pour tuer l'homme qui est devenu dieu, qui a assassiné, enfin qui a tué la famille de Lor. Je trouve l'intrigue hyper originale, cette histoire de Aegon là, de chasse, de dieux qui deviennent des humains, qui sont sur Terre, et le fait que ça se passe à notre époque, je trouve ça ouf. Je suis curieuse de voir leurs pouvoirs et tout, enfin je pense qu'ils ont des pouvoirs. Et voilà, le méchant, je sais pas trop qui c'est. Pourquoi pas découvrir Alexandra Bracken avec ce titre-là. Je pense que ça va être un young adult du coup. Ok, alors le prochain livre que je vais vous présenter me fait trop envie. Ça a l'air hyper mignon, c'est encore une romance mais là c'est un contemporain. Il sort le 19 janvier, il s'appelle Shipped de Angie Ockman. Alors déjà la couverture fait vraiment été quoi, j'ai envie de dire. Donc peut-être pour cet hiver ça sera bien parce que au bout d'un moment... le froid et la pluie, bon après Noël ça commence à être un peu pesant, on a envie de fleurs, de soleil, etc. Donc pourquoi pas. Dans ce livre on fait la connaissance de Henley qui est une jeune femme qui est vraiment occupée, qui a beaucoup de choses à faire puisqu'elle est à la fois marketing manager dans une compagnie de croisière et en même temps elle fait des études pour valider son MBA, donc je crois que c'est son master de commerce. Et il y a une promotion qui pointe son nez puisqu'il y a un poste qui est à pourvoir au sein de cette entreprise que Henley aimerait beaucoup avoir. Le problème c'est qu'il y a une autre personne qui est aussi sur le coup et c'est Graham qui est un peu le rival de Henley depuis toujours. En fait lui je crois qu'il est community manager. Et entre eux, ça va pas du tout. En fait, ils se sont jamais rencontrés, mais ils s'envoient des mails où ils s'assassinent l'un l'autre. Enfin, en fait, ils s'entendent pas du tout. Et j'aime trop lire les emails dans les emails ou les textos. Enfin, voilà, dans les textes, je trouve ça super cool les échanges d'emails et voilà. Donc c'est comme ça au sein de l'entreprise. J'imagine qu'ils vont quand même rester assez respectueux et tout, mais je suis sûre qu'ils doivent se lancer des pics à longueur de journée. Donc en fait, ils peuvent pas se voir. Voilà, donc ils sont en train de s'échanger des mails. Et donc leur boss leur dit qu'il va falloir qu'ils proposent la meilleure stratégie marketing pour attirer les gens dans leur nouvelle croisière pour les Galapagos. Le boss les envoie tous les deux en croisière aux Galapagos ensemble pour qu'ils préparent leur projet, leur plan. Ils vont se rencontrer pour la première fois et Henley va se rendre compte que le Graham qu'elle s'était imaginé dans sa tête derrière son clavier et tout, n'est pas du tout la personne qu'elle a en face d'elle. Et en plus, ils vont apprendre à se connaître et à découvrir l'île des Galapagos, donc j'adore, je veux en apprendre plus, je veux voyager, je veux voir les îles Galapagos. Il va y avoir comme un choix à faire parce que forcément ils vont se rapprocher, mais en même temps ils sont rivaux pour un poste qui tente vraiment à lui et voilà quoi, donc je sais pas trop comment ça va se passer, je trouve ça génial, bon voilà. Ça va me faire voyager et puis en plus il va y avoir une romance en mode enemies to lovers, voilà, au sein de l'entreprise, sur une croisière aux Galapagos, voilà. Le prochain livre qui me tente énormément, et c'est de la fantasy, il sort le 19 janvier, c'est Cast in Firelight de Dana Swift. La couverture est pas mal, ça a l'air génial. Donc on fait la connaissance de Adra, qui est une princesse, qui est l'héritière du trône de Belwar, je sais pas si je prononce bien, et qui est une sorcière. Et tout ce qu'elle veut dans la vie, c'est prouver à son peuple que
qu'elle sera une bonne dirigeante en fait. On fait aussi la connaissance de Jatin, qui est lui le prince héritier d'une autre contrée qui s'appelle Nopur. Et lui aussi il a de la magie et en fait il peut contrôler la couleur. Donc apparemment il y a des magies en rapport avec la couleur. Ils sont tous les deux destinés à se marier puisque les deux contrées en fait veulent s'unir. Ces deux contrées où il y a toujours eu des tensions politiques, je pense deux royaumes avec des tensions politiques, et pour devenir plus forts ils ont décidé de s'allier et en fait ils ont toujours... Enfin, Adra et Jatin ont toujours été promis l'un à l'autre, même s'ils se sont jamais rencontrés. Et en fait, il va y avoir une activité criminelle en fait qui va se développer au sein du territoire. Ils vont tous les deux enquêter dessus, mais avec des identités secrètes pour pas révéler qu'ils sont les héritiers. Et en fait, ils vont se croiser, ils vont s'entraider sans savoir qu'ils sont tous les deux promis l'un à l'autre, puisqu'ils sont tous les deux héritiers de deux royaumes différents. Enfin, voilà. Ils savent pas. Et je trouve ça trop cool, voilà. Ça va être enemies to lovers, encore une fois. Et puis là, ils sont promis au mariage déjà, mais ils se sont jamais rencontrés. Et en fait, ils vont se rencontrer dans d'autres circonstances, sans savoir qui est qui, enfin, qui sont vraiment. Et donc, le but, c'est qu'ils arrivent à contrôler, en fait, cette activité criminelle, et en même temps, ne pas révéler leur vraie identité à l'autre. Voilà. Et du coup, j'ai hâte de voir comment leur vraie identité va éclater au grand jour. Alors, il y a un autre titre qui me tente énormément, qui sort le 26 janvier, qui n'est ni de la fantasy, ni de la romance, qui est un thriller contemporain ou un thriller young adult, je sais pas exactement, peut-être un thriller young adult, ça s'appelle If I Disappear, et c'est de Eliza Jane Brazier, et la couverture est magnifique. Donc dans cette histoire, voilà, en fait, moi je suis fan des podcasts de true crime, des vidéos YouTube de true crime aussi, mais les podcasts, voilà, bon, vous allez peut-être vous dire c'est un peu bizarre Camille, mais bon, j'écoute ça souvent le soir, quand j'écoute pas un livre audio, j'écoute un podcast sur des crimes, et ça a tendance à m'endormir. Je sais pas pourquoi, c'est l'intonation en fait employée quand on raconte une histoire true crime, même quand ça passe à la télé, vous voyez, il y a une intonation un peu spéciale. Donc dans If I Disappear, donc on fait la connaissance de Sarah, qui est un peu comme moi, qui adore les podcasts de true crime, et surtout ceux de Rachel, qui est podcasteuse true crime, qui donc fait des recherches sur des crimes, etc., raconte comment s'est passé tel ou tel crime, jusqu'au jour où Rachel disparaît. Et Sarah décide d'enquêter un peu sur ce qui s'est passé pour retrouver Rachel en mode grâce à Rachel, je sais quels sont les, on va dire, schémas qui se retrouvent donc quand quelqu'un disparaît, etc. Donc elle mène sa petite enquête en se disant ouais, Rachel va être vraiment fière de moi et tout. Elle trouve des indices dans les podcasts, dans les photos, enfin dans la vie de Rachel. Elle trouve des indices puisque Rachel en fait a disparu dans une ferme. Et enfin elle était dans une ferme et elle a disparu. Et donc Sarah enquête sur cette ferme là et en fait elle va découvrir des choses qu'elle aurait peut-être pas dû découvrir et elle va se mettre elle-même en danger et elle va aussi apprendre qu'il y a d'autres femmes qui ont disparu dans cette ferme. Évidemment je trouve ça super intéressant parce que voilà, je suis fan de true crime, mais je pense que c'est pas le genre de tout le monde. Enfin moi il m'en faut pas plus, hein. J'ai vu true crime, j'ai vu disparition mystérieuse. Le fait que ce soit quelqu'un de lambda qui enquête, j'aime toujours ça en fait. J'ai remarqué que c'était quelque chose que j'aimais bien. Ça me fait un peu penser à Good Girl's Guide to Murder où l'héroïne enquête sur une disparition et tout ça et au final elle se retrouve impliquée dans le truc et c'est elle qui dévoile en fait la vérité. Et donc là voilà, ça me fait un peu penser à ça. Je suis hyper excitée pour la sortie de ce livre. J'espère que ça me plaira. Mais c'est sûr, il est dans ma wishlist celui-là. Le dernier livre que j'ai noté, donc parce que là, j'ai sélectionné que 8 livres et pas 10. Il y avait que 8 livres qui me tentaient beaucoup. Et il y en a pas 10, hein, il y en a 8. Le dernier, c'est de la fantasy. Il sort le 9 février et c'est Gilded de Naomia Forna. Vous l'avez peut-être déjà vu passer parce qu'il était dans une box. Je sais plus laquelle, il y avait un livre en hardback plus un paperback et c'est ce paperback là qui me tente beaucoup. Dans Gilded on fait la connaissance de Deka qui est une jeune femme qui va passer une cérémonie en fait que toutes les jeunes femmes de son village font à l'âge de 16 ans. En fait elle va devoir révéler la couleur de son sang tout simplement parce que dans cet univers-là, les jeunes femmes peuvent avoir du sang
rouge, normal, ou du sang doré. Et donc quand elles ont le sang doré, ça veut dire qu'elles sont possédées par le démon et qu'elles sont du coup mauvaises et qu'il faut les tuer. Donc Deka appréhende énormément ce jour-là parce qu'elle se sent différente des autres jeunes filles et elle a très peur en fait de découvrir qu'elle a le sang doré. Cette cérémonie se déroule et elle a un sang doré. En général, les personnes avec le sang doré se font tuer directement ou se font torturer, etc. Et c'est ce qui peut arriver à Deka, sauf qu'en fait, elle va ressusciter. Et les personnes qui ont le sang doré, c'est pour ça qu'elles sont considérées comme des démons, parce que elles peuvent ressusciter encore et encore et encore et encore. Et donc elles sont torturées, elles sont tuées de manière extrêmement violente. Et à chaque fois elles revivent et elles revivent les mêmes morts, enfin voilà, etc. Vous voyez, c'est un cycle comme ça de torture. Et un jour, il y a une femme qui vient libérer Deka, une étrangère au village qui vient de la sauver en fait, et qui lui propose en gros deux choix. Bon, soit elle la laisse où elle est et elle est un peu, comment dire, coincée dans ce cycle où je vous dis elle meurt, elle se fait tuer, ou alors elle la suit pour rentrer dans l'armée de l'empereur, qui est une armée constituée de jeunes filles comme elle, qui ont le sang doré et qui sont un peu comme des... Bah voilà, en fait elles sont immortelles, donc elles sont très puissantes. Et donc Deka doit choisir entre rester dans son village ou partir pour quelque chose, donc elle sait pas trop quoi, mais voilà, et donc elle décide évidemment de rejoindre cette armée. Et moi j'ai trop envie de savoir c'est quoi l'histoire là, ce pouvoir, c'est quoi la menace, qu'est-ce qu'elle est capable de faire et tout, et le fait qu'elle rejoigne une armée de jeunes femmes qui sont traitées en fait comme des monstres, mais qui sont aussi vues d'un autre côté comme presque des divinités parce qu'elles sont immortelles en fait. Je trouve ça génial. Ça me fait un petit peu penser à de Poppy War. La couverture est magnifique et j'ai envie d'en apprendre plus sur la mythologie, le folklore et tout de ce roman. Voilà, je vous ai présenté les 8 titres qui me tentent le plus, donc dans les sorties de décembre, janvier, février en VO. J'espère pouvoir craquer pour certains titres, évidemment. Comme je vous ai dit, j'essaye de réduire mes achats, mais j'avoue que là... il y a un petit peu de tout, il y a de la fantaisie historique, il y a de la romance moyenne, de la romance contemporaine, il y a du thriller, il y a des romances FF. Bref, voilà, je suis très hypée là pour ces prochains titres. J'espère que ça vous aura intéressé cette vidéo. Dites-moi en commentaire lequel de ces 8 livres vous tente le plus. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si je suis passée à côté d'une sortie. Dites-le moi. Dites-moi s'il y a un livre qui vous donne super envie, que j'ai pas présenté, hein, parce que j'irai voir évidemment. Je présente jamais les suites de sagas parce que du coup je préfère vous présenter des livres qui commencent, soit des nouvelles sagas, soit des one-shots, etc. Mais il y a plein de suites de sagas qui sortent les prochains mois là et j'ai trop hâte. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait et laissez-moi un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé, ça me fait toujours super plaisir. Et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye!